Vous regardez Al24 News, madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le dimanche 18 septembre, à la une de ce journal. J-1 avant les funérailles d'Elisabeth II, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a rendu un dernier hommage à l'ancienne reine d'Angleterre. Palestine, les assauts sionistes sur les civils se poursuivent. Une école est ciblée, faisant plusieurs blessés. « 77e Assemblée générale des Nations Unies, la Russie à l'ordre du jour. Et enfin, football avec la conférence de presse du sélectionneur algérien Djamel Belmadi en marge d'affronter la Guinée et le Nigeria. Madame, monsieur, bonsoir. Funérailles d'Elisabeth II en ouverture de cette édition. Dernière ligne droite avant les funérailles d'État réservées à la reine Elisabeth II. Les caméras du monde entier sont tournées vers la capitale londonienne qui s'apprête à vivre lundi l'un des événements les plus marquants de son histoire. Pas moins de 2000 invités, dont des chefs d'État et des rois, sont conviés à assister aux funérailles de la monarque à l'abbaye de Westminster. C'est un sujet signé Souhila Akilal. Pas moins de 2000 invités de marque triés sur le volet, dont plus d'une centaine de présidents, de chefs d'État et de monarques sont attendus à Londres pour assister aux funérailles d'État de la reine Elisabeth II. L'empereur du Japon, Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, le Premier ministre australien Anthony Albanese ou encore des membres des familles royales belges, néerlandaises, qataries et saoudiennes seront présents à l'abbaye de Westminster. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune sera représenté à Londres par son Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. C'est l'un des défis logistiques les plus importants de l'histoire du Royaume-Uni, défi à la hauteur de cet événement historique. Les autorités prévoient une affluence record tout au long du parcours du cortège funéraire. Lundi matin, le cercueil de la reine sera transféré vers l'abbaye de Westminster où se dérouleront les funérailles nationales. La procession débutera à 10h35 heure locale. Le cercueil sera disposé sur un affût de canon tiré par 98 officiers de la marine, tradition qui remonte aux funérailles de la reine Victoria en 1901. Suivi par le roi Charles III et les membres de la famille royale, le cortège sera mené par un ensemble de 200 sonneurs de cornemuse et de batteurs de la Royal Air Force jusqu'à la porte ouest de l'abbaye de Westminster. Après le serment, la sonnerie aux morts retentira, suivie de 2 minutes de silence qui seront observées dans l'abbaye et dans tout le royaume. L'hymne national et une complainte jouée par le cornemuseur de la reine mettront fin au service des funérailles d'État vers midi. Les chefs d'État et représentants de gouvernements étrangers seront ensuite conviés à une réception organisée par le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. Le cercueil de la reine défilera dans la capitale jusqu'à Hyde Park Corner, au son des cloches de Big Ben, où il sera chargé dans un corbillard qui prendra la route de Windsor, à une trentaine de kilomètres de Londres. À partir de 15h, une nouvelle procession suivra la longue promenade menant au château. La famille royale se joindra alors à la procession jusqu'à la chapelle Saint-Georges. Quelques 800 invités, dont des employés personnels de la reine, assisteront au service religieux. À 19h30, un service funéraire privé aura lieu en présence du roi et des membres de la famille royale avant l'inhumation. La reine Elisabeth II sera enterrée avec son défunt mari, le duc d'Édimbourg, dans la chapelle commémorative du roi George VI. Et les citoyens britanniques qui rendent un dernier hommage à leur reine disparue depuis quelques jours, peinés justement par sa mort, ils se sont pressés pour se recueillir une dernière fois au pied de son cercueil avant inhumation. Des milliers de Britanniques donc ont patienté des heures durant pour pouvoir accéder au Westminster Hall, lieu où la dépouille de la reine Elisabeth est exposée. Et un défi sécuritaire sans précédent du jamais vu pour les autorités londoniennes en cette veille de funérailles royales. Près d'1 million de Britanniques sont attendus pour un dernier au revoir à celle qui fut monarque durant 70 ans. Comment s'y prépare-t-on du côté de Londres?
Les détails avec Karim Bouaziz. Une perspective d'ores et déjà effrayante. Une journée à la fois longue et rapide que celle de demain pour les autorités britanniques chargées de coordonner la sécurité des funérailles du monarque qui accompagna la vie politique d'un pays durant 70 ans. Second plus long règne de l'histoire après Louis XIV. Pour rester justement dans l'histoire, évoquons un autre de ses pans. Comment coordonner donc la protection pour le service de sécurité britannique, non pas la concentration de millions de personnes pour un ultime hommage royal, mais surtout la présence de dirigeants mondiaux, environ 300, et ce au même moment dans un périmètre relativement restreint, unique dans les annales. C'est un peu comme si vous aviez le marathon, le carnaval de Notting Hill, un mariage royal, et les Jeux Olympiques à gérer en même temps, selon la métaphore prêtée au maire de Londres, Sadiq Khan. Mais ne nous y trompons pas, on a affaire ici à une police passée maître dans la gestion des foules, même à ce niveau exceptionnel. Tous les services de sécurité et de renseignement sont à pied d'œuvre, non pas depuis ces derniers jours, mais des dizaines d'années. Un dispositif peaufiné et pensé qui ne laisserait rien au hasard. N'oublions pas que la police britannique s'est déployée jadis sur tous les continents pour un empire dont le soleil ne se couche jamais. Prévenir des échauffourées de toutes sortes, les bobbies, surnom familier collé à la police britannique, s'y connaissent et l'approche ne date pas d'hier. En effet, 10 000 policiers, 1500 soldats, ajoutons la pléthore de tireurs d'élite déployés sur les toits pour demain, sans parler des membres du service intérieur tapis dans le paysage ou dans les postes d'observatoire décimés au sein de la capitale londonienne. Des professionnels de la sécurité donc sur le qui-vive pour prévenir toute menace en relevant le niveau d'alerte à son acmé. Quelles seraient justement les menaces prises au sérieux ou anticipées pour la police britannique? Cela va du terrorisme à des opposants à la couronne ou encore de la petite délinquance ou bien tout bonnement des accidents comme un bousculement dû à la densité des personnes. Des personnes qu'on ne peut toutes fouiller, à savoir tout ce qui pourrait entacher un moment où le monde aura comme jamais sans doute les yeux rivés sur le suprême chemin du carrosse royal vers sa finale demeure terrestre. Et la disparition d'Élisabeth II sonne également l'avènement de l'ère Charles III, devenu aussitôt roi du Royaume-Uni. Et en prenant la tête du Commonwealth, le nouveau souverain devra entreprendre la réforme de la monarchie, si tant est qu'une institution reposant sur un pouvoir héréditaire puisse être modernisée. Un défi majeur que Charles III devra relever. C'est un sujet signé Imen Merad. Suite au décès d'Élisabeth II le 8 septembre dernier, l'héritier du trône Charles III se retrouve face au défi de l'unité de son royaume. Certains médias britanniques s'interrogent déjà si la monarchie résisterait à la disparition de la reine. Lors de l'ascension au trône du roi Charles III, il a été observé un homme moderne à la personnalité édouardienne, un philosophe prémonitoire qui revient souvent au vocabulaire du XVIIIe siècle. Lors de son allocution télévisée à la Nation et au Commonwealth, il a décrit ses défunts parents comme sa maman chérie et son cher défunt papa, des termes qualifiés d'affectueux. Il a également exprimé ouvertement son amour pour Harry et Meghan, affichant une certaine largesse émotionnelle. L'accès au trône de Charles III survient dans un contexte particulièrement difficile au Royaume-Uni. Le pays fait face à l'une des plus graves crises économiques de ces 40 dernières années, avec des grèves massives du service public. Politiquement, le gouvernement est relativement instable. 4 premiers ministres se sont succédés en 6 années. Par ailleurs, les tensions sont au cœur de la Grande-Bretagne moderne, entre ceux dont la politique est motivée par un nationalisme nostalgique et ceux qui préfèrent une approche avant-gardiste et cosmopolite. C'est un clivage qui reflète le miroir d'une éventuelle rupture. Il apparaît que des millions de nouveaux sujets du roi croient que l'histoire britannique devrait être rendue glorieuse et que l'Empire représente fondamentalement une réelle force. Et ceux qui rejettent la mythologie du Rule Britannia et discernent plus clairement les péchés d'un passé colonial souvent meurtrier. Réconcilier ce clivage, ou du moins l'empêcher de se rompre davantage, est l'un des principaux défis du règne de Charles III. Au-delà des enjeux politiques, l'autre enjeu à surmonter pour Charles III serait son image, vraisemblablement moins populaire que sa défunte mère ou même celle de son fils William. Charles III va devoir gagner l'affection de ses sujets. Suscitera-t-il donc le même respect mondial que la reine Élisabeth II? Aura-t-il la même attraction, son tripette?
Un mot à présent sur l'événement phare de la fin de l'année. Il s'agit bien entendu du 31e sommet arabe à Alger. Les chefs d'État arabes confirment l'un après l'autre leur participation. Dernier en date, le président irakien Barham Saleh, qui a reçu une lettre d'invitation officielle de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune, une lettre remise ce dimanche par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune. A noter que le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a également reçu aujourd'hui une invitation officielle de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour prendre part à ce sommet. La situation de la monarchie marocaine n'en finit pas de faire jaser en Espagne et de faire les gros titres de la presse espagnole. Dans un article intitulé « Maroc, royaume sans roi », le journal El Independiente analyse la situation marocaine à la lumière d'une absence sans précédent du monarque de moins en moins présent sur la scène politique. Les détails avec Soufiane Baroudi. Le temps qui reste, Mohamed VI ne se soucie plus de rien, sauf de le vivre. Il cumule tout, pouvoir politique, juridique, militaire et spirituel. Il est aussi l'une des plus grandes fortunes du pays, sauf que son absence est de plus en plus criante. Un paradoxe au Maroc où le roi est tout, relève l'article d'El Independiente. Mohamed VI passerait le plus clair de son temps entre ses résidences au Gabon et à Paris et se consacrerait au plaisir de la vie. L'article cite Pierre Vermin, un expert des affaires marocaines. Il analyse la situation moribonde régnante au Maroc. Le pays souffre clairement d'un régime autoritaire et de problèmes socio-économiques incarnés par un taux de chômage très élevé et des indices de développement humain au plus bas. À ce propos, le journaliste marocain Hicham Mansouri, cité par l'article, souligne l'instabilité politique. Cette situation aggrave la crise économique et les tensions sociales à l'ombre de l'absence royale. Mais le journaliste estime que la principale problématique réside dans la carence de légitimité du gouvernement et l'affaiblissement de la société civile, et ce à travers la répression récurrente contre les journalistes et les médias indépendants. Al-Mansouri évoque le cas de 3 de ses confrères, parmi les plus connus incarcérés par le régime. Il rappelle aussi la grande impopularité du Premier ministre Aziz Akhanouch, un oligarque proche du roi, soupçonné d'avoir gagné l'élection à grand renfort d'achats massifs de voix électorales. Le recours à l'intimidation et à l'espionnage est aussi évoqué. Le royaume est empêtré de plein pied dans le scandale Pegasus, le software sioniste utilisé pour tracer, réprimer et faire chanter des opposants. Pour Mansouri, la normalisation et l'accélération de la coopération avec l'entité sioniste est un autre facteur de déstabilisation. Rabat n'a rien gagné au deal sur le plan économique, comme cela ne l'a pas aidé à résoudre la question du Sahara occidental. L'article revient enfin sur la situation de grand isolement diplomatique du Maroc sur la scène régionale. En effet, Rabat a réussi à se mettre en froid avec Alger, Tunis et Nouakchott, pendant que la santé vacillante du roi et le futur de la vieille monarchie posent de multiples questions à Paris et à Madrid. C'était donc un sujet signé Soufiane Baroudi avec Souad Bedouatouche au commentaire. Zoom à présent sur la rentrée des classes des écoliers dans les camps sahraouis qui, à l'instar de tous les enfants du monde, retrouvent les bancs de l'école. Ces enfants qui aspirent justement à recouvrer l'indépendance du Sahara occidental et de disposer pleinement de leur droit fondamental à une scolarisation normale, leur permettant de bâtir leur avenir en toute sérénité. Et la Palestine, autre territoire occupé, enregistre un énième assaut lancé par l'armée sioniste aux alentours de l'école secondaire des filles à Anafa, au nord-est d'El-Quds occupé. Bilan, une dizaine d'élèves et 2 enseignantes asphyxiées par des grenades lacrymogènes lors de l'assemblée matinale des classes. C'est un sujet signé Neila Eid Hamouda. Pas de répit pour les Palestiniens. L'entité sioniste ne cesse d'imposer sa politique répressive. Après les multiples assauts dans la mosquée d'Al-Aqsa et la démolition des biens de la population par les forces d'occupation sionistes, cette fois-ci, ce sont les jeunes filles palestiniennes qui sont dans le viseur de la répression. Des jeunes filles sans défense ont été attaquées par des bombes lacrymogènes.
Il s'agit d'une dizaine d'élèves et 2 enseignantes qui ont été carrément asphyxiés par des grenades lacrymogènes lors de l'assemblée matinale des classes. Cet assaut a eu lieu par l'armée sioniste aux alentours de l'école secondaire de filles à Anata, au nord-est de l'Quds occupé. Les blessés ont été vite pris en charge au sein même de l'établissement avec l'aide des parents. La barbarie sioniste multiplie ses exactions contre le peuple palestinien. Depuis plus d'1 mois, les Palestiniens sont victimes d'une campagne d'arrestation acharnée dans les différentes régions d'Al-Quds occupé et de Cisjordanie. Pas moins de 7 Palestiniens ont également été arrêtés ce matin, dont 2 à Al-Quds occupé, 2 autres à Ramallah, 1 à Beit Lahm et 2 à Jenin. Plusieurs biens appartenant aux jeunes arrêtés ont été saisis au cours des perquisitions sauvages à leurs domiciles respectifs. L'escalade sioniste n'a plus de limite. Face aux agressions quotidiennes, un mutisme total de la communauté internationale est observé. C'est ce qui fait de cette communauté internationale un complice silencieux des agresseurs sionistes. Et en parlant d'école, le sommet sur la transformation de l'éducation qui se tient depuis hier au siège des Nations Unies à New York a mis l'accent sur l'importance de mobiliser des fonds pour financer ce processus. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ailleurs encouragé les bailleurs de fonds à y contribuer en apportant leur pierre à l'édifice. Guterres les a également exhortés à investir dans un nouveau mécanisme destiné à financer l'éducation dans les pays en développement. Et les Nations Unies qui s'inquiètent de la fermeture des écoles en Afghanistan, l'ONU réitère en effet son appel en direction des autorités talibanes pour que celles-ci prennent, je cite, des mesures urgentes en vue de la réouverture des écoles secondaires pour les filles. Rappelons que ces établissements demeurent fermés depuis 1 an. Et on enchaîne avec ce drame au Kirghizistan à présent. Pas moins de 12 personnes ont trouvé la mort lors de nouveaux affrontements frontaliers avec le voisin tadjikistanais, selon une annonce des autorités. Le bilan total des violences entre les 2 pays s'élève désormais à 36 personnes tuées et 129 personnes blessées, selon les chiffres relayés par le ministère de la Santé kirghize. Et nous restons en Asie pour évoquer le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à l'occasion de la visite effectuée ce dimanche par la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à la capitale arménienne Erevan. Dans un contexte de tensions exacerbées, la chef des parlementaires américains s'est empressée d'accuser l'Azerbaïdjan d'être à l'origine de ce conflit, réaffirmant le soutien des États-Unis à l'Arménie. De son côté, le ministère des Affaires étrangères azerbaïdjanais a déclaré dans un communiqué que les accusations non fondées et injustes portées par Pelosi sont inacceptables, qualifiant cela de sérieux coup portés aux efforts de normalisation des relations entre les 2 pays. Et la Russie, au cœur de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à moins d'1 semaine du début des travaux en présence des chefs d'État du monde entier, les États-Unis appellent à la réforme de l'organisation. Washington estime que la Russie abuse de son droit de veto. Les détails avec Tinhinan Makassi. Le débat sur la réforme de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité refait surface, après une dizaine d'années de débats controversés, et une opposition ferme des États-Unis d'Amérique qui se sont montrés farouches à cette idée. Coup de théâtre lors des travaux de la 70e session de l'Assemblée générale de l'organisation. Le changement semble avoir le vent en poupe au sein de l'ONU et s'est même trouvé une voie improbable. Washington se dit exaspéré par le droit de veto de la Russie. Ce virage de 180 degrés opéré par les États-Unis d'Amérique se fait ouvertement en faveur d'un changement. Il s'apparente plus à un bras de fer diplomatique avec la Russie et la Chine qu'à une volonté de réforme. Puisque depuis l'offensive russe en Ukraine, les rapports de force internationaux et l'échiquier géopolitique mondial se voient bouleversés. Si le droit de veto russe est posé ouvertement, il est à noter qu'en 77 ans d'existence, l'ONU a assisté impuissante à la guerre d'Algérie à cause du veto français, aux guerres en Afghanistan, en Irak ou encore en Syrie, sans oublier les centaines de résolutions relatives à la Palestine passées sous silence en raison du veto américain. L'élargissement du Conseil de sécurité répond à des enjeux géopolitiques majeurs, à l'instar du Japon, fortement appuyé
par Washington et, à contrario, déboulonnés par Pékin. De leur côté, les pays africains demandent depuis plusieurs années déjà le droit à 2 sièges au sein du dit Conseil. À noter que pour l'élargissement du Conseil de sécurité, les 2/3 de l'Assemblée générale doivent voter favorablement. Et les pays africains constituent plus d'un quart de l'Assemblée. Dans le dossier ukrainien et au moment où les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive à l'est du pays, le président américain Joe Biden a mis en garde son homologue russe Vladimir Poutine contre l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires en Ukraine, au risque qu'elles viennent à changer le cours du conflit. Les détails avec Amin Toutah. En pleine campagne militaire russe en Ukraine, marquée par la contre-offensive des forces ukrainiennes à l'est du pays, le président américain Joe Biden a une nouvelle fois mis en garde le Kremlin contre l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires durant le conflit. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous allez changer le visage de la guerre comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration qui coïncide avec l'intensification des combats à l'est ukrainien et la recherche de corps enterrés à Izium, dans le sud de Kharkiv, une ville reprise récemment par les forces ukrainiennes. Selon des sources onusiennes, l'organisation compte envoyer une équipe sur place afin de vérifier les allégations des autorités ukrainiennes évoquant la découverte de centaines de tombes dans cette région. Sur le terrain des opérations, dans la ville de Kupiansk, les affrontements se poursuivent entre l'armée russe retranchée du côté est de la rivière Oskil et les forces ukrainiennes en quête de reprise de cette ville, après une contre-offensive. Des tirs d'artillerie ont résonné dans toute la ville. Et à la veille de la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies, la situation n'augure rien de bon. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra par message vidéo durant les travaux. Exception faite aux dirigeants ukrainiens après un vote des pays membres. Les tensions en Méditerranée orientale continuent de monter à la lumière de la crise énergétique. Paris, prochaine destination du chef d'état-major sioniste, aura la dure tâche de trouver un compromis avec le Liban, rompu quant à lui à défendre ses droits et sa souveraineté maritime. C'est un sujet signé Sofiane Baroudi. Le conflit autour des eaux territoriales n'en finit pas de monter en intensité entre le Liban et l'entité sioniste. Dans ce sillage, le chef d'état-major de l'armée d'occupation sioniste, Aviv Kochavi, se rendra cette semaine à Paris. Il abordera lors de cette visite avec son homologue français et le conseiller à la sécurité nationale du président Macron le dossier chaud de la finalisation de l'accord sur les frontières maritimes entre Beyrouth et Tel Aviv. La raison principale du recours de l'entité sioniste à la France est probablement la proximité entre Paris et Beyrouth, mais surtout le fait que Total se soit entendu avec l'État libanais pour avoir l'attribution du contrat d'extraction d'hydrocarbures dans le flanc maritime tombant sous la souveraineté libanaise dans la zone disputée en Méditerranée orientale. Pour rappel, l'annonce du début de l'exploitation du bassin de Karish avait provoqué la colère et l'opposition virulente du gouvernement libanais et a débouché sur une recrudescence des tensions dans la région. La partie libanaise se dit déterminée à défendre ses droits légitimes à l'exploitation des ressources naturelles contenues dans ses eaux territoriales. Elle a également exprimé son attachement à sa souveraineté maritime selon ce que prévoit le droit international. À ce propos, le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré que les yeux et les missiles de l'organisation politico-militaire étaient braqués sur Karish, avant d'ajouter que le Hezbollah surveillait de près l'évolution des négociations indirectes entre l'État hébreu et les autorités libanaises. Hassan Nasrallah a estimé que le début de l'exploitation de ce gisement, situé dans une zone contestée, constituait une véritable problématique. Il a dans ce sens envoyé des signaux interprétés par des observateurs sionistes comme étant des menaces réelles de confrontation. Dans une conjoncture de grande crise énergétique à la lumière du bouleversement du contexte géopolitique, ainsi que de montée sans précédent des tensions en Méditerranée orientale, des sources médiatiques indiquent que le médiateur américain Amos Hochstein ferait bientôt parvenir une proposition à la partie libanaise pour la finalisation d'un accord sur le tracé frontalier. À ce propos, le commandement de la zone nord de l'armée d'occupation sioniste a annoncé qu'il continuera à être en état d'alerte en prévision d'une escalade et d'une confrontation armée potentielle avec le Hezbollah libanais. Et je vous le disais, en titre du sport, en clôture de cette édition, avec la conférence de presse du sélectionneur algérien Djamel Belmadi, en marge des 2 rencontres qui opposeront l'Algérie à la Guinée, puis au Nigeria, le 23 et le 27 du mois en cours.
Et déjà, on note un joueur incertain. Il s'agit du gardien de but de l'AS Caen, Anthony Mondrea. Les détails de la conférence de presse du coach Belmadi avec Faisal Salah. À une journée du stage de l'équipe d'Algérie, le 18 septembre 2022, à 11h, Belmadi est face à la presse. Mais avant de répondre aux questions, il faut rendre hommage à celui qui nous a quittés. Monsieur Mahdaoui, évidemment, Allah yarhamou, Allah yawasi' alayh, Allah yatassabb al-aïla. Il a été mon sélectionneur au même titre que Monsieur Zouba. Match Algérie-Brésil, que de la rumeur. Le Ghana a annulé, la Guinée et le Nigeria sont des adversaires qu'on veut rencontrer. La prochaine échéance pour nous, c'est la Coupe d'Afrique qui va se jouer en 2024. Donc tous les matchs qui vont arriver, ça va être des matchs dans l'idée de progresser. Ça ne veut pas dire que tous nos matchs rencontrent les équipes africaines, une majorité normalement, mais il y aura peut-être d'autres matchs contre les équipes européennes, peut-être dès la prochaine date. 24 joueurs convoqués par Djamel, où le nom de Raïs Wahab Mboulhi ne figure pas. Qui va peut-être aujourd'hui faire que son deuxième match en deuxième division saoudienne. Malheureusement, voilà, fait qu'il n'est pas là aujourd'hui. 11h23, la question de Delors est juste et inévitable. Donc aujourd'hui, on y revient, et il revient presquement à la case départ. Il va redevoir aller au Niger, ou encore en Ouganda, en Tanzanie. 11h58, dans la liste on trouve l'ex-joueur de Schalke 04. Nabil Bentaleb, le capitaine de l'équipe d'Angers, jouera un rôle différent avec le sélectionneur. J'ai vu une évolution, une vraie évolution. En plus, il a le capitanat à Angers, donc j'imagine que l'entraîneur ne donne pas le capitanat à un fou. Donc on va le voir, mais avec mes demandes, notamment mes demandes tactiques, peut-être pas celles qu'il a en club. À midi, Belmadi a tout dit sur Mahrez. Il vient de signer un nouveau contrat, il n'est pas à son top maintenant, il le sait, on a eu des discussions, il traverse une phase difficile qui s'explique pas, il y a des choses rationnelles, d'autres pas. Donc à lui d'inverser la tendance. On a beaucoup vu ça chez lui. C'est un joueur qui peut donner beaucoup. C'est un joueur qui n'a pas été à la hauteur des attentes sur tous nos sorties, les dernières sorties en sélection nationale. Il le sait parfaitement. Yassine Brahimi n'intéresse plus le coach. Pour Bounjah et Belamri, il y a de l'espoir. Moi, je regarde tous les matchs de Bagdad. J'ai regardé les matchs de Djamel. Donc je fais très attention à ce qu'ils font. Midi 08, Belmadi salue le travail d'Arzki Roman et l'exploit des U17. Bravo aux joueurs, bravo, c'est toujours les joueurs qu'on met en avant, bravo aux joueurs, bravo au staff technique et à leur tête l'entraîneur. Midi et quart, Belmadi dans le constat de la situation de ses défenseurs. Pour Aïssa, j'ai deux choses. Aïssa, on sait que les entraînements ou même ne serait-ce que les matchs amicaux ne remplacent jamais la compétition, mais ça aide quand même. Deux, il a pu, alhamdoulilah, cette semaine, jouer un match d'Europa League. Il ne joue pas tous les week-ends, mais il a un minimum de temps de jeu. Le plus problématique là-dedans, à la limite, c'est Tougaï, qui n'a pas démarré le championnat. Le plus problématique, parce qu'il va jouer aussi, Amin. Ahmed Touba, il est à peu près dans la même posture que Issa. Et il y a Bedran qui joue assez régulièrement au championnat saoudien. Midi 30, la séance est levée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous.